Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme tous les lundis soirs à 19h, LFNA TV, le rendez-vous incontournable des fans de football amateur et professionnel en Nouvelle-Aquitaine. Gros programme encore une fois. Ce soir, on va se régaler avec les résultats, les classements, les calendriers, bien évidemment. Le feuilleton incroyable qui continue en National 2. On va vous proposer des résumés de matchs, notamment celui du derby de Dordogne entre Trélissac et Bergerac-Périgord. Et puis on aura deux invités. Nicolas Reiterou, qui est directeur administratif des Jeunets d'Anglette. Lui aussi, il avait un derby au programme ce week-end. C'était un derby basque face à l'Aviron bayonnais. Et puis, deuxième invité, ce sera Frédéric Venoux, le responsable du pôle féminin du club de Trélissac Anton Périgord Football. LFNA TV numéro 80, émission que l'on dédie à la mémoire de la légende Juste Fontaine. C'est parti. Et on débute comme toujours par galanterie avec le football féminin. Il y avait les quarts de finale de la Coupe de France féminine ce week-end. Et malheureusement, l'aventure des clubs néo-aquitains est terminée. Vous le voyez, la triste élimination des Girondins de Bordeaux au tir au but. Ça s'est joué à très peu de choses contre le Paris Saint-Germain. Victoire des Parisiennes, 5 tirs au but à 4 avec les joueuses de Patrice Clerc qui étaient à deux doigts de l'exploit. Les 4 équipes qualifiées pour le dernier carré sont donc Évian, Thonon-Gaillard, le FC Fleury 91, le PSG qui est le tenant du titre, et puis l'Olympique lyonnais. Après le foot féminin, on passe à la Ligue 2. Avec un week-end compliqué malheureusement pour les clubs de Nouvelle-Aquitaine puisque aucun n'a remporté son match ce week-end. Le nul, un but partout dans cette 26e journée de Ligue 2 entre Bordeaux et l'AS Saint-Étienne dans un classique du football français. 1-0, défaite de Pau sur le terrain d'Amiens. Victoire donc 1-0 des joueurs d'Amiens. Et puis défaite 3-2 de Niort à domicile face à Rodez. Conséquence au classement, vous le voyez, Bordeaux qui voit le Havre s'échapper. Le leader qui compte désormais 9 points d'avance sur son dauphin, les Girondins de Bordeaux. Troisième Sochaux avec 44 points. Et puis Pau qui se rapproche dangereusement de la 17e place. Pau qui ne compte qu'un petit point d'avance sur Dijon, le 17e. Niort est lanterne rouge du classement avec 23 points après la Ligue 2, le National 2. Et ce feuilleton incroyable qui continue du côté du National 2, un feuilleton que vous suivez désormais tous les week-ends en direct sur NATV. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à nous rejoindre chaque week-end sur notre antenne. On vous remercie pour votre fidélité. Ce week-end, il y avait la 20e journée du groupe D. Voici le rappel des résultats des clubs de Nouvelle-Aquitaine avec le nul 0-0 à domicile pour Angoulême-Charente face à Vendée-les-Herbiers. La victoire 2-1 de la réserve du SCO Angers face au Stade Bordelais, puis la victoire sur le même score de 2-1 de Trélissac dans le derby face à Bergerac-Périgord. Vendredi soir, je vous le disais, Angoulême a concédé le nul à domicile face aux Herbiers. Un bon résultat puisqu'Angoulême était à 10 contre 11, infériorité numérique dès la 18e minute de jeu pour les Charentais. Le résumé de cette rencontre accrochée vous est proposé par notre envoyé spécial à Angoulême, Florian Sabatier. Début de cette rencontre de National 2 entre Angoulême et les Herbiers avec le visiteur qui a une belle carte à jouer en cas de victoire. Isaac Matondo va se mettre en évidence en rentrant dans la surface et tentant de frapper, mais la défense veille au grain. Les Herbiers insistent sur leur bol lancé et sur un ballon dans la profondeur. L'ailier est stoppé irrégulièrement. Monsieur l'arbitre sort logiquement le carton rouge. Kylian Gasnier va tenter sa chance, mais malheureusement la frappe finit au-dessus des filets. Toutefois, Angoulême veut saisir sa chance sur corner, mais là aussi le cadre n'est pas trouvé. Des espaces sont forcément créés, Isaac Matondo est trouvé dans l'axe, toutefois la défense est vigilante. Sur une belle récupération et une belle lancée, les Charentais tentent une frappe aux abords de la surface, mais la frappe heurte la barre transversale. Dans la continuité ou presque, un nouveau centre dans la boîte, mais le cadre n'est pas au rendez-vous. Fin du premier acte sur ce score nul et vierge de 0-0. Au retour des vestiaires, les Herbiers veulent conclure leur avantage numérique au tableau d'affichage, mais la frappe d'Isaac Matondo, trop écrasée, n'inquiète pas le portier adverse.
Sur un joli dédoublement, Kylian Gasnier essaie de centrer mais bien anticipé par le gardien de but d'Angoulême. Dans le temps additionnel, Angoulême va avoir un contre éclair pour tenter d'ouvrir la marque. Malgré tout, les Vendéens tiennent et ne prendront pas ce but qui semblait arriver. Fin de cette rencontre et les deux équipes se quittent dos à dos sur un score nul et vierge de 0-0. Ouais, on aurait préféré gagner. On a abordé ce match-là pour le gagner et pour enfin gagner contre une équipe de haut de tableau, ce qu'on n'a pas réussi à faire encore aujourd'hui. Mais bon, quand on voit effectivement le contexte du match, comment ça s'est passé avec ce rouge très rapide, on se satisfait d'un point quand même parce que les mecs se sont allés chercher vraiment au-delà d'eux-mêmes ce point-là. On aurait pu aussi le gagner parce qu'on a eu des situations intéressantes. Je pense que leur gardien fait un très bel arrêt sur la frappe de Mamad. Donc voilà. Mais dans ce genre de match, avec ce genre de contexte, quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. Et c'est ce qu'on a fait ce soir. Donc félicitations à l'ensemble du groupe. La première des choses, c'était déjà de se rassurer défensivement parce qu'on a eu quelques déconvenues par rapport au dernier match contre Angers. Ça a été plutôt positif de ce côté-là, pardon. Après, le regret que j'ai, c'est effectivement, comme je disais au coach d'Angoulême, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de carton rouge et que le joueur aille au but, et ça aurait peut-être libéré des espaces après. Après, il faut reconnaître qu'on est tombé sur la meilleure défense du groupe. On l'a vu ce soir, équipe très solide, très agressive. Et on n'a pas été, nous, en mesure d'inquiéter suffisamment cette défense pour pouvoir espérer gagner. C'était le résumé du match entre Angoulême-Charente et Vendée-les-Herbiers proposé par Florian Sabatier et non Florian Chabatier, bien évidemment. Le choc du week-end, lui, avait lieu au stade Firmin Dodou à Trélissac avec un derby alléchant entre le club du FC Trélissac et le club de FC Bergerac-Périgord. Un derby de la Dordogne qui a tenu toutes ses promesses en termes de spectacle et d'engagement au terme d'une journée très festive qui vous est résumée par Florian Sabatier. Début de cette rencontre de National 2 qui oppose Trélissac à Bergerac pour ce derby de la Dordogne. Dès les premières minutes, une action litigieuse avec la sortie du gardien de Bergerac, mais il était encore dans sa surface pour écarter le danger des poules. Les Trélissacois insistent avec un centre qui finit au second poteau et une tête captée sans problème par la borde. Continuité ou presque, Hamilton Beltran fait la différence. La défense de Trélissac ne parvient pas à se dégager. Anthony Soubervier est à l'affût et ouvre la marque en faveur de Bergerac. Trélissac souhaite réagir et son capitaine Ange Nialéco trouve la barre transversale de Pierre Laborde. Et Bergerac va se mettre en difficulté avec un tacle non maîtrisé de Ducrot et monsieur l'arbitre sort logiquement le carton rouge. On se rapproche de la fin de la première période et sur une action limpide, Landry Nkoulou centre fort et c'est le latéral gauche Thibaut Hamel qui surgit pour égaliser. Fin du premier acte avec un score de 1 but partout. Au retour des vestiaires, les débats s'équilibrent et à la 55e minute, Pierre Laborde capte le ballon mais donne un coup de pied à l'attaquant Trélissacois. Penalty indiscutable. C'est Joris Romil qui se charge de la sentence et marque pour le 2-1. Bergerac va pousser après un changement tactique, mais Thomas Navo veille au grain. Les hommes d'Erwan Lanuzel insistent et sur une vilaine faute de Thibaut Hamel, l'arbitre va sanctionner d'un logique carton rouge. Dans le temps additionnel, Bergerac jette toutes ses forces dans la bataille. Thomas Navo réalise un arrêt peu académique et Colombo met le ballon au fond des filets, mais il était en position de hors-jeu. Sur coup franc, Thomas Navo réalise une belle claquette. Enfin, sur une ultime action, Bergerac va manquer d'efficacité. Fin
de la rencontre et c'est Trélissac qui s'impose dans ce derby de la Dordogne face à Bergerac. Oui, il y a de la déception sur le plan comptable, forcément. Quand on ne gagne pas un match, on est forcément déçu. Après, forcément, le scénario du match nous a été contraire, voilà, sur des détails qui me semblent difficiles à digérer par moment. Mais voilà, ça fait partie du football. Il faut apprendre de ces choses-là. Il faut être capable d'anticiper ces détails-là, pour qu'ils nous soient positifs. Ce soir, ils n'ont pas été positifs. Voilà, il faut que ça nous serve de leçon pour continuer à progresser dans notre contenu de match, à progresser dans notre gestion des émotions, à progresser dans notre volonté de vouloir avoir une empreinte sur le match. Oui, tout à fait. C'était un vrai derby avec de l'intensité, de l'enjeu pour eux, pour la première place à venir chercher ici. Nous, en quête de points pour le maintien, non, c'est une belle victoire. Un derby, comme souvent on le dit, ça se joue pas, ça se gagne. Voilà, on l'a gagné avec la manière sur la moitié du temps de jeu et on l'a gagné avec beaucoup de solidarité sur l'autre partie du match. Donc c'est une belle satisfaction comptablement et surtout mentalement. Ouais, c'est clair. Après, nous, on avait besoin de points, donc on était un petit peu dans l'urgence de points, même si on savait qu'en face, il y avait une belle équipe. On a fait les efforts pour se rendre le match plus facile et du coup, on l'a gagné et on est très content. Après ce résumé, on passe aux conséquences, au classement, les conséquences de cette 20e journée qui sont nombreuses, vous allez le voir, puisque ça se resserre très fortement tout en haut. Vendée-les-Herbiers, leader de cette formule de National 2 avec le même nombre de points que le Gol FC, mais avec l'avantage des confrontations directes. 37 points pour les deux clubs, 35 points pour le troisième Bergerac-Périgord, plus que jamais dans la course à la montée. Olympique Saumur est quatrième avec 30 points. Et puis dans le top 5, on retrouve Angoulême-Charente à la 5e place avec 29 points. Trélissac est dans le ventre mou à la 8e place avec 27 points. Et puis le Stade Bordelais, ça se complique. Le Stade Bordelais qui glisse à la 15e place, vous le voyez, avec 6 points d'avance sur la lanterne rouge Vierzon, avec un petit point de retard sur le 14e Moulin-Isère et 2 points de retard sur le 13e qui n'est autre que la réserve du FC Nantes Atlantique. On passe au calendrier maintenant de la 21e journée de National 2. Il n'y aura pas de championnat ce week-end. Il y aura un match en retard samedi à 18h entre Chamalières et Vierzon. Il faudra attendre le samedi 18 mars pour assister à la prochaine journée, la 21e journée en l'occurrence, et vous la suivrez évidemment en direct sur NATV. Il y aura le déplacement de Trélissac sur la pelouse de l'Olympique Saumur FC. Il y aura un derby de Nouvelle-Aquitaine entre le Stade Bordelais et Angoulême-Charente. Et puis il y aura Bergerac-Périgord face à la réserve du SCO d'Angers. On passe maintenant au National 3. Avec les résultats de la 17e journée du groupe A, groupe qui concerne la Nouvelle-Aquitaine, une journée prolifique pour les buteurs qui se sont illustrés, qui se sont régalés, 23 buts au total, un seul score nul et vierge, vous le voyez, match qui opposait deux équipes qui visent la montée, l'US Chauvigny et le FC Libourne, il y a eu 0-0. Victoire dans le derby basque des Genêts d'Anglet sur la pelouse de l'Aviron Bayonnais FC, le nul un but partout entre le Stade Poitvin et le CA Neuville, victoire 4-1 de la réserve du Pau FC face à Châtellerault, match complètement fou et victoire 3-2 pour Porte-Entre-deux-Mers face à l'US Lège Cap-Ferré, la victoire écrasante 4-1 de la réserve des Girondins face au Stade Montois, et puis la victoire de la réserve des Chamois 4-0 face à l'ES Guérétoise. Les réserves étaient en grande forme ce week-end, les réserves des clubs professionnels. Parmi les formations qui ont réalisé une très belle opération ce week-end, on retrouve donc les Genêts d'Anglet, je le disais, qui ont remporté le derby basque sur le terrain de l'Aviron Bayonnais FC. Une victoire 2-0 grâce à un doublé de Mehdi Jacqui, un homme qui s'illustre régulièrement dans les derbys basques. Et pour revenir sur cette rencontre et sur la belle saison des Genêts d'Anglet, on reçoit le premier invité du soir dans LFNA TV. C'est Nicolas Reiterou qui est le directeur administratif des Genêts d'Anglet. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous. Nicolas, on va profiter de votre présence déjà pour expliquer un petit peu votre fonction, parce que on a des joueurs, des entraîneurs, on a des bénévoles régulièrement dans cette émission. Première pour nous, un directeur administratif. En quoi consiste, Nicolas, exactement ce poste ? Alors, ce poste, c'est vrai qu'il se fait rare dans le football amateur. Donc, moi, j'ai été personnellement joueur, j'ai été éducateur, j'ai été entraîneur, j'ai été RTJ,
j'ai été beaucoup de choses sur le terrain. Et depuis 4 ans, le comité directeur du club des Genêts et son président Vincent Brana m'ont proposé de prendre la responsabilité de tout le pôle administratif, c'est-à-dire toute la gestion du club au quotidien. Donc ça va du partenariat aux équipements, aux déplacements, voilà, toute la gestion économique du club, en collaboration avec notre directeur sportif également, puisque il faut qu'il y ait du lien entre les deux parties, ce qui n'est pas évident à créer. Et donc nous y arrivons de manière tout à fait cohérente avec Regno Subialdé, notre directeur sportif, et ce qui fait que notre club se structure petit à petit et que l'on peut mettre en place un véritable projet club. Un véritable couteau suisse ou couteau basque plutôt, Nicolas Reiterou, notre invité, donc directeur administratif, on l'a dit, des Genêts d'Anglet. On parle souvent du Pays basque comme d'une terre de rugby, de pelote basque notamment, mais c'est aussi une terre de football, un vivier incroyable. Il y a plein de clubs autour de vous. Vous êtes presque tout le temps le premier club des Pyrénées-Atlantiques en termes de licenciés. Comment vous faites justement en tant que directeur administratif et on parle évidemment de l'ensemble du club, mais comment vous faites pour être la référence et le club qui attire le plus de joueurs? Alors, oui, c'est vrai qu'on est depuis quelques années le premier club du département. On est, je crois, dans le top 5 de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. On est à ce jour 700 licenciés pour cette saison. Donc, c'est vrai que c'est une grosse machine, hein, on va pas se cacher. Le fait d'être accompagné aujourd'hui de 4 salariés à temps plein fait que nous pouvons accueillir un maximum de licenciés garçons et filles. Mais cela serait impossible sans le soutien de notre mairie, bien sûr, avec qui nous avons des échanges quotidiens au niveau des installations, au niveau des infrastructures, financièrement également, puisqu'elle nous soutient fortement. Et ensuite, avec on va dire un socle de partenaires privés qui est très important et qui nous permet d'accueillir tout ce joli monde de la meilleure des façons au fil de la saison. Et vous l'avez dit, au total, quasiment 700, on va donner un compte rond, quasiment 700 licenciés. Ça donne combien d'équipes Je crois qu'on est en 700. tout? Je crois qu'on est 700 depuis la semaine dernière, je crois. 700 piles, et le 700e, il a eu quelque chose au moment de prendre sa Non, licence, Nicolas? pour l'instant non. Un Pour l'instant jambon, pas un jambon encore. basque? Ça Pour donne l'instant combien pas encore. d'équipes au total? Pardon? Ça donne combien d'équipes du coup au total pour les 700 Alors, licenciés? sans compter l'école de foot, les U6, U9, où on a entre 140 et 150 enfants. Tous les week-ends, c'est, pour pas dire d'erreur, je crois que c'est 26 ou 27 équipes qui défendent nos couleurs tous les week-ends. Et on va parler évidemment de l'équipe Fagnon, l'équipe senior qui forcément doit donner le sourire à tout un club en ce début de semaine, puisqu'il y avait un derby ce week-end que vous avez remporté. Il y avait une petite revanche à prendre en plus par rapport au match aller, puisque l'Aviron Bayonnais s'était imposé à Anglet 3-0 à l'aller. Là, vous gagnez 2-0. Forcément, quand l'équipe Fagnon gagne le derby, tout le monde est heureux au club en ce lundi matin. Ah, ben, je peux vous dire que pour un lundi matin, c'est un excellent lundi matin. Oui, en effet, voilà, c'est vrai que le derby a toujours une connotation à part. C'est un match à part, ce sont des rencontres voilà, particulières. Je crois que les joueurs samedi avaient vraiment à cœur de se rattraper de la contre-performance du match aller, où on était passé totalement à travers, comme on dit. Mais au-delà de ce derby, il y avait également une importance particulière sur ce match, puisque nous avions l'occasion de pouvoir revenir sur les deux premiers au classement, que sont Libourne et Chauvigny, qui se sont neutralisés. Donc il y avait une double importance vraiment samedi. Et nous sommes ravis de la prestation de nos garçons et du résultat final, bien sûr. C'est quoi, Nicolas, le
le derby le plus important aux yeux des membres du club, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a un vivier extraordinaire dans le Pays Basque. Il y a évidemment l'Aviron Bayonnais, il y a les Croisés, il y a même, il me semble, de mémoire, une rivalité un peu historique avec des clubs un peu plus loin, comme le Pau FC, comme le Stade Montois. C'est quoi le match que l'on coche le premier dans le calendrier quand on est supporter ou membre des Jeunets d'Anglette? Ah ben c'est l'Aviron, ça reste l'Aviron, ça restera l'Aviron bayonnais. Oui, il y a le Pau FC et le Stade Montois, mais on est sur des villes qui sont et des clubs qui sont un peu plus éloignés. Donc non, non, le principal derby reste celui contre l'Aviron, sans dénoter, être péjoratif vis-à-vis des autres clubs, hein. Voilà, mais l'Aviron reste à part. Et l'Aviron a été battu donc par les Jeunets d'Anglette 2-0. On l'a dit, avec un scénario parfait pour vous, 2 buts marqués très rapidement, un doublé de Mehdi Jacqui. C'était le scénario idéal en fait. Oui, oui, c'était le scénario idéal. C'est vrai qu'on s'attendait à un match assez fermé. La pelouse n'étant pas évidente, c'est vrai que pour nous, il était compliqué de mettre en place notre jeu. Donc on savait que le premier quart d'heure allait être primordial et de ce fait, voilà, mener 2-0 au bout de 25 minutes, c'était l'idéal, étant donné que derrière, nous n'avions plus vraiment à faire le jeu. Nous laissions le ballon aux joueurs bayonnais et nous n'avions plus qu'à essayer d'être bien compact et de pouvoir jouer en contre. Mais voilà. Donc c'était le scénario idéal dans ce type de rencontre. Voilà. Celui qui mène au score rapidement est souvent celui qui l'emporte à la fin. Avec un homme qui a l'habitude d'être le héros du derby, Mehdi Jacqui, qui s'offre, on l'a dit, un doublé. Il a déclaré à l'issue de la rencontre, on travaille comme des chiens, on est récompensé. Vous êtes clairement un club qui travaille très bien. Ça rehausse les ambitions là, d'être accroché au podium, d'être dans le coup toujours avec ce nul, vous l'avez dit, de Chauvigny et Libourne. Oui, mais oui, parce que il n'y a que par le travail que l'on peut obtenir des résultats. Tout le monde le sait. Surtout dans des divisions N3, N2, où l'aspect financier devient très très important. Nous ici, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est sur une terre de rugby, donc économiquement, en tant que club de foot, c'est toujours compliqué d'exister. Donc il faut trouver d'autres moyens et le travail est la principale résultante du manque financier que l'on peut avoir. Non, les joueurs travaillent très bien depuis le début de la saison. L'objectif annoncé dès le départ était de faire mieux que la saison dernière. La saison dernière, nous finissons troisième. Donc forcément, cette année, c'était encore être sur le podium. Voilà, le retour de Mehdi est une excellente chose, hein. Nous étions troisième au mois de janvier, il revient. Donc forcément, ça rehausse un petit peu nos ambitions. Et on le sait, au moins par rapport, par exemple, au National 2 où tout le monde est en train un petit peu de se cacher, se la joue Giroud. En National 3, il y a beaucoup de clubs qui ont de l'ambition, hein. On pense au président du FC Libourne qui, lui, l'affiche haut et fort. Il veut monter. Il y a Chauvigny qui est en embuscade. Il y a vous. Ça va nous donner une fin de saison passionnante. Oui, vraiment passionnante parce que derrière, il y a encore les réserves pro aussi qui jouent le jeu et qui font des performances régulières. Oui, c'est intéressant, mais c'est pour ça voilà, qu'on joue au football, qu'on est dans la compétition. Voilà, il faut être ambitieux, il faut avoir des rivaux ambitieux également, c'est toujours intéressant. Voilà, donc là, nous, on a été obligé de lancer un sprint final un peu plus tôt que tout le monde, puisqu'on avait pris du retard sur Libourne et Chauvigny, qui eux ne sont pas vraiment encore dans le sprint final, mais voilà, nous on y est déjà, donc on va faire en sorte de grappiller quelques points, en sachant que on reçoit Libourne à l'avant-dernière journée, donc oui, oui, on est ambitieux sur cette fin de saison. Ouais, le but, c'est de s'offrir une finale
face à Libourne, un match qui serait tout simplement exceptionnel. Alors là, on a beaucoup parlé de l'équipe Fagnon, mais avant de se quitter, on le rappelle, notre invité Nicolas Reiterou, le directeur administratif des Genêts d'Anglet, on va évoquer le projet global du club. Quels sont à court et moyen terme les différents projets et les ambitions des Genêts d'Anglet en tant que directeur administratif, Nicolas? Alors le projet est assez complet puisque nous allons tenter et c'est ce que nous sommes en train de faire, hein, de travailler sur les deux aspects du football aujourd'hui, c'est-à-dire le football masculin et le football féminin. Voilà, nous avons notre équipe première, donc masculine en National 3, une équipe réserve en Régional 2, une équipe 3 en départemental 1. Mais notre section féminine est en train de prendre énormément d'ampleur. Cela fait 10 ans maintenant que nous avons lancé cette section féminine. Nous avons été récompensés cette année du label Or, qui est la plus haute distinction fédérale pour le football féminin. Et notre équipe première est en train de petit à petit gagner sa place en R1 Elite la saison prochaine. Donc ça, pour nous, c'est une très grande fierté, en sachant que si nous allons en R1 féminine, là aussi, ça sera avec des ambitions et nous ferons ce qu'il faut pour maintenir cette équipe à ce niveau-là. Mais tout ça derrière n'est rien sans la formation. Donc c'est vrai que nous avons accentué depuis l'après-Covid notre formation, que ce soit depuis l'école de foot, sur l'après-fo au foot à 8, pour essayer de remonter notre niveau en termes d'enseignement avec des éducateurs qui sont fortement diplômés, qui ont une grande expérience du foot à 11 et qui préparent nos plus jeunes justement à ce foot à 11 dans lequel aujourd'hui on est très peu apparent. Voilà, ça a été une politique qui n'a pas été très bonne sur l'avant Covid. Donc là aujourd'hui on est en train de remonter tout ça, de rattraper tout ça et pour former au maximum pour nos équipes seniors. Et ça fait un gros chantier pour le directeur administratif Exactement. que vous êtes, Nicolas Reiterou. En tout cas, on a apprécié votre venue dans LFNA TV. On vous remercie bien évidemment d'avoir pris un petit peu de temps pour répondre à nos questions. On souhaite la meilleure saison possible à l'ensemble du club des Genêts d'Anglet et on souhaite surtout que vous soyez dans les clous pour offrir à nos spectateurs et à ceux qui suivent le club cette finale tant espérée face à Libourne pour l'équipe Fagnon en N3 parce que ça pourrait vraiment être la cerise sur le gâteau dans cette fin de saison passionnante. Merci beaucoup Nicolas. Merci à vous, merci beaucoup, bonne saison. C'était Nicolas Reiterou, le directeur administratif des Genêts d'Anglet pour parler de la forme incroyable du club basque qui a remporté le derby ce week-end et qui, vous allez le voir, réalise une très belle opération au classement. Classement que voici avec le FC Libourne toujours en tête. Le FC Libourne qui compte 3 points d'avance sur Chauvigny et puis le bon rapproché des Genêts d'Anglet à la 3e place. 30 points désormais pour le club basque qui est toujours dans la course à la montée. 4e, la réserve des Girondins de Bordeaux avec 29 points, devant la réserve du Pau FC avec 28 points. 6e, Châtellerault. 7e, le Stade Poitevin. 8e, l'US Lège-Cap-Ferré. 9e, la réserve des Chamois Niortais. 10e, l'Aviron Bayonnais avec 20 points, devant Porte-Entre-deux-Mers qui compte 19 points. Le CA Neuville est 12e avec 17 points. Et puis un peu plus bas, on retrouve en difficulté l'ES Guérétoise avec 9 points et le Stade Montois, toujours lanterne rouge, avec 5 points. Le calendrier maintenant de la Nationale 3 avec tout d'abord un match en retard de la 14e journée qui se jouera samedi. Match qui opposera l'ES Guérétoise qui est en difficulté et qui doit gagner face à l'Aviron Bayonnais. Et puis la 18e journée se déroulera le week-end du 18 mars avec Châtellerault contre l'Aviron Bayonnais. FC Libourne, réserve du Pau FC, le CA Neuville opposé à l'ES Guérétoise. Il y aura le déplacement de la réserve des Girondins sur le terrain des Genêts d'Anglet. L'US Lège-Cap-Ferré face à l'US Chauvigny. Le Stade Montois contre le Stade Poitevin FC. Et puis dimanche, un seul match, il opposera Porte-Entre-deux-Mers à la réserve des Chamois Niortais. Après le National 3, on change de surface, on file sur les parquets de futsal.
Cette semaine se jouait la 15e journée de Régional 1 avec un match entre l'équipe de Saint-Médard, balle au pied, et le collectif Charente-Angoulême Basso Futsal, match qui avait lieu salle Pierrette Aymar du côté de Taillan-Médoc, une rencontre qui vous est résumée par notre envoyé spécial en Gironde, Florian Sabatier. Début de cette rencontre de Régional 1 Futsal entre l'ABP Saint-Médard et Angoulême. Pas de ronde d'observation entre les deux formations, les joueurs hôtes se montrent dangereux, mais le gardien adverse est sauvé par son poteau. Par la suite, Angoulême tente sa chance, mais le gardien capte en 2 temps. Dans la continuité, le capitaine Nicolas Tissot tamborise avant de frapper. Dali Boisard récupère le ballon, effectue un râteau et met le ballon au fond des filets, 1-0. Il en faut plus pour inquiéter Saint-Médard qui répond du tac au tac avec l'égalisation de la part de Guillaume Sibé. Quelques minutes plus tard, les hommes d'Éric Savat profitent d'un contre-éclair pour prendre l'avantage grâce à Guillaume Sibé qui s'offre un doublé. Fin de ce premier acte sur le score de 2-1. Au retour des vestiaires, Saint-Médard veut se mettre à l'abri, mais c'est sans compter sur la vigilance de l'ultime rempart. Les joueurs hôtes poussent et une nouvelle fois, Quentin Albert sort le grand jeu pour laisser Angoulême dans le match. Toutefois, Nicolas Tissot s'essaie de loin, mais la frappe ne trouve pas le cadre. Quelques minutes plus tard, sur un jeu rapide, Redouane Gabo parvient à remettre les deux équipes à égalité à 15 minutes du terme. Saint-Médard veut cette victoire et sur une phase de jeu, ils vont trouver sur leur route à la fois le portier adverse puis le poteau. Guillaume Sibé récupère le ballon et avec une certaine lucidité, il sollicite une 1-2 pour inscrire son triplé. Angoulême n'en est pas en reste lui aussi, elle va tenter d'égaliser mais le gardien est vigilant. Dans la continuité, son vis-à-vis va répondre du tac au tac avec une superbe parade. Bastien Dourin cessé sur coup franc et va décocher une vraie bombasso qui heurte la barre avant de rentrer entièrement dans les cages adverses pour le 4-2. Fin de cette rencontre et c'est l'ABP Saint-Médard qui s'impose 4-2 contre Angoulême. Oui, effectivement, soulagement parce que le résultat est là, 4-2. On était sur une continuité de victoire. Ça fait 8 matchs d'affilée où on ne perd pas. Et on est sur une bonne dynamique. Et on voulait continuer sur cette dynamique. Seul petit bémol, c'est qu'on aurait pu se rendre le match beaucoup plus facile et avec une gestion beaucoup plus sereine. Voilà. Parmi les autres résultats de la semaine, à noter la victoire 4-1 de Martignas-Iliac face à Saint-Laurent-Pauillac, le nul 3 buts partout entre les Coqs Rouges de Bordeaux et le Stade Montois, et puis la victoire 3-0 d'Aulnay Futsal face au Girondins Futsal. Conséquence au classement de cette division de Régional 1 de Futsal. Aulnay est toujours en tête, 39 points désormais, avec 7 points d'avance donc sur Saint-Médard. Balle au pied, la J Aulnay Futsal plus que jamais leader. Et puis dans le bas de tableau, c'est très serré, 9e porte entre deux mers avec 10 points, tout comme Martignas-Iliac. Et puis Angoulême Sécab à 9 points, tout comme la Lanterne Rouge, la Bastidienne, qui a 9 points également. On termine cette émission avec le reportage de la semaine, un reportage qui a été réalisé à l'occasion du derby de la Dordogne-Périgord entre Trélissac et Bergerac, un derby qui a été animé tout au long de la journée avec notamment du foot en marchant, du foot pétanque, du e-sport, une opposition d'ailleurs sur FIFA 23 entre les différents supporters des deux clubs, ça a chambré pas mal, et puis il y avait du finga-ball. Vous le savez, c'est cette discipline de foot brésilien, un mélange de foot et de ping-pong. Il y avait également, évidemment, du foot féminin qui était à l'honneur, comme vous le montre ce reportage signé Florian Sabatier. Forcément, la meilleure candidate ou à l'inverse, c'est l'ESPO au conseil départemental de la Dordogne. Je m'a proposé, oui, j'ai accepté. J'espère avoir un de cette naturellement. Extraordinaire et qui aujourd'hui a toute sa place, je dirais même plus que j'ai vraiment sur le fait de savoir si avant même d'être élu je savais que je serais vice-présidente en charge des sports. Non, pas du tout. Puis bon, on y va, mais de toute façon on était vraiment les petits poussés avec mon collègue à des postes de responsabilité. Déjà parce que avec mon comité acteur on est à l'initiative de
ce débat, conférence, comme on veut l'appeler. Nous, la place des femmes dans le sport, notamment en responsabilité, c'est important. Dans le comité directeur, il y a 6 femmes aujourd'hui, donc on est pratiquement à 25%, puisqu'il y a 26 membres. Donc nous, voilà, après, il y avait du monde, je pense que c'était intéressant, les débats, les prises de parole. Je pense que les 3 intervenantes qu'on avait choisies, je pense qu'on ne s'est pas trompé. Nous, le district de football, on a subi, ça a été dit d'ailleurs dans les débats aujourd'hui, c'est compliqué chez les jeunes, un peu plus compliqué chez les jeunes. C'est vrai qu'on a eu une petite embellie, une belle embellie, je veux dire, avant la Covid, et qui nous a mis un coup d'arrêt quand même, notamment chez les seniors, parce que les femmes beaucoup travaillent dans le médical, donc voilà, on a souffert vraiment. Mais là, on a repris, en tout cas au niveau des seniors, on a dépassé déjà le nombre d'effectifs de l'an passé, de la saison dernière, et on est revenu au niveau des saisons avant Covid. Après, c'est un peu plus dur au niveau des jeunes, mais je pense que voilà, à nous de travailler, on l'a dit, on l'a souligné, notamment au niveau des jeunes et des écoles, et je crois que là, pour moi, ça passera par là, c'est un incontournable. Oui, je pense qu'au niveau des nouvelles générations, la mentalité a évolué sur le fait que les filles, maintenant, il n'y a plus trop de la question de elles ont droit ou pas le droit de jouer au foot. C'est pratiquement écrit que les filles peuvent également jouer au football. La fille, elle peut être raillée un peu sur le niveau qu'elle a de pratique au football ou le niveau justement des équipes qu'on peut voir à la télé. Et ce qui est important, c'est aussi de recontextualiser tout ça pour expliquer que les efforts déjà mis dans le football féminin datent que des années 2010, avec le premier plan de féminisation mis en place par la fédération. Donc oui, il y a un petit retard, mais les clubs se structurent, il y a un vrai engouement, et il faut accompagner cet engouement pour que justement on rattrape ce retard technique peut-être et de performance, mais il reste encore quelques railleries au niveau de la qualité technique du football, mais on va rattraper. Ouais. Alors le sport féminin, comme ça, moi c'est une volonté de ma part et du club, de vouloir promouvoir le sport féminin et à travers le Trélissac Football Club. Et comme ça, aujourd'hui, on a un peu plus de 120 licenciés au niveau du club. Et on doit être le premier. On doit être le premier club en Nouvelle-Aquitaine en nombre de licenciés. Et comme ça, on est labellisé, on est reconnu et on fait de bon travail pour le foot féminin. Mais c'est une volonté que le club ne soit pas que un club de garçons, mais aussi un club qui soutient le sport féminin. Oui, c'est le même football. Et puis en plus, bon, ça peut paraître paradoxal quand je vois les R1 jouer. C'est technique, enfin, ça joue. Alors dans l'intensité, peut-être moins que les garçons, peut-être. Mais au niveau technicité, c'est un bon niveau. Enfin, bon. Et elles performent, les filles, vraiment. Petites gens, je dirais, c'est pas péjoratif. C'est les personnes qui sont là tout le temps autour des terrains, qui veillent à ce que les... Moi, je suis entourée de femmes aussi pour... Et pour continuer de parler de l'actualité du football féminin du côté de Trélissac, nous avons le plaisir de retrouver notre deuxième invité du soir. C'est le responsable du pôle féminin du club de Trélissac, Anton Périgord Football. C'est Frédéric Venoux qui nous rejoint. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. On vient de voir le reportage de Florian Sabatier dans cette émission. Il y avait une grosse journée à l'occasion du derby. Ça ne concernait pas que l'équipe Fagnon qui évolue en N2, ça concernait beaucoup de personnes puisqu'il y avait du foot en marchant, il y avait du e-sport, il y avait même du foot pétanque, pas mal de disciplines différentes, et surtout il y avait une grosse partie de la journée qui était consacrée au foot féminin. Comment ça s'est passé cette journée pour vous? On le sait par l'intermédiaire de Florian, il y avait beaucoup de sourires. Est-ce que vous, c'était une journée qui a été remplie pour vous?
C'est une journée qui a commencé par une conférence sur les femmes et le sport, déjà dans un premier temps, qui était organisée par le district de football de la Dordogne. Et puis ensuite, s'en est suivi un plateau pour les U6, U7 féminines. Donc on a pu voir les petites prendre beaucoup de plaisir sur le terrain de Trélissac. Et puis ensuite, c'est vrai que la journée après avait de différentes activités et c'est terminé par le derby chez les garçons en National 2, mais plus précisément sur les filles, donc une journée plutôt classique de samedi avec des matchs à domicile, avec nos U18 qui recevaient Saintes. Donc pour ma part, une journée d'un samedi plutôt classique avec pas mal de matchs féminins. Et on va parler de ce pôle féminin parce que vous avez quand même du pain sur la planche régulièrement, Frédéric. Trélissac et le foot féminin, c'est une histoire qui dure. On le sait, le club avait été label d'or qui représente la plus haute distinction du foot féminin. Vous êtes un club qui attire beaucoup de joueuses du côté de la Dordogne et du Périgord. Racontez-nous un petit peu, il y a combien d'équipes féminines au total en englobant évidemment les seniors, mais aussi les catégories de jeunes? Bon, aujourd'hui, on est sur 7 équipes au total, des U6, au senior R1. On est plutôt bien lotis sur les catégories, sur la préformation 14-15, sur la formation U16, U18 grâce aux sections sportives. Nous travaillons avec le collège Anne-Franck pour tout ce qui est les catégories qui concernent le collège. Et puis ensuite, après, la possibilité pour les filles aussi d'intégrer la section sportive au lycée Saint-Joseph, de la seconde à la terminale. Donc, c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir consolider et continuer à structurer le pôle féminin avec des joueuses qui arrivent dans cette section sportive pour continuer à se perfectionner et à performer en vue d'intégrer les équipes seniors R2 voire R1 pour les plus aguerris. Ensuite, pour tout ce qui est le pôle éducatif, nous avons une équipe donc U6, U9, U10, U11 et U12, U13. Et c'est sur cet axe-là principalement que l'année prochaine il faudra travailler pour renforcer les effectifs, pour continuer à mener des jeunes joueuses sur le foot éducatif. Alors c'est un problème qui concerne d'ailleurs l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine, puisque Saïd Njimi nous faisait le bilan un petit peu de la globalité du foot néo-aquitain. Il nous disait que c'était là où ça pêchait un petit peu encore, c'était dans les catégories de jeunes en section féminine. Comment vous allez faire? Est-ce que vous avez une stratégie bien précise, Frédéric, pour attirer ces jeunes? Parce que vous faites partie des clubs qui attirent, mais comment faire pour attirer encore plus et encore plus jeunes? Alors, en fait, cette semaine commence une campagne justement de sensibilisation justement pour les jeunes filles à venir s'entraîner sur nos séances pour découvrir, pour pratiquer le football et ensuite, et pourquoi pas s'y prendre une licence. Travailler sur les écoles aussi, sur les écoles primaires locales pour faire des interventions avec nos jeunes apprentis stagiaires BPGEPS qui peuvent développer la pratique du foot féminin. Et puis ensuite, je crois qu'il faut aussi prendre en compte les caractéristiques de ce public-là. Donc moi, je propose pour l'année prochaine, c'est une proposition que j'ai faite à mes dirigeants, d'avoir une licence un petit peu qui propose à chacune de pouvoir pratiquer selon ses désirs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est confronté à différentes pratiquantes, la débutante, la loisir et celle qui veut faire de la compétition. Donc je pense qu'il faut entendre ça. On a besoin encore de masse pour développer la pratique du football féminin. Donc on se doit aussi de nous adapter et d'adapter un petit peu notre forme un petit peu de contrat avec elle, c'est-à-dire par le biais de la licence. Donc je souhaite proposer une licence qui puisse être adaptée à la volonté des pratiquantes. C'est-à-dire que peut-être que pour la débutante ou la pratiquante loisir, peut-être proposer essentiellement dans un premier temps que des entraînements, peut-être pas aller tout de suite vers la compétition et les matchs, etc. De façon à ne pas la bloquer non plus, parce que des fois la compétition peut faire peur
Et pour découvrir le football, on a peut-être besoin d'un petit peu plus de temps. Donc, on travaille dans ce sens-là. Voilà, donc on travaille, voilà, on essaye de communiquer, d'être présent un petit peu sur toutes les actions que peuvent être menées un petit peu sur le territoire, de façon à ouvrir nos portes. Et on n'est pas, même si dans certaines catégories masculines, on est plutôt dirigé vers de l'élite et du perfectionnement. Aujourd'hui, dans le pôle féminin, on est plutôt encore dans une phase de découverte pour certaines et de progression plutôt que de performance. Voilà, la performance, on en parlera un petit peu plus tard. Au départ, il est important pour nous d'accepter de tout type de pratiquante. Et c'est une superbe idée avec cette licence, on va dire entre guillemets à la carte un petit peu, pour permettre d'attirer de nouvelles joueuses. C'est un peu le bazar en ce moment en équipe de France, mais est-ce que une équipe de France qui gagne enfin une grande compétition, une compétition majeure, Frédéric, là on pense évidemment aux échéances à venir, est-ce que ça pourrait, selon vous aussi, aider un petit peu à porter un coup de projecteur sur le foot féminin et à vous amener des joueuses? Oui, je suis convaincu de ça. On l'a vu chez les garçons, à chaque fois que les garçons ont performé dans des grandes compétitions, il y a eu forcément après un afflux de nouveaux licenciés dans les clubs. Donc, moi, je le souhaite fortement que notre équipe de France féminine puisse performer à la prochaine Coupe du Monde, même si les horaires vont être en décalage, etc. Donc, je ne sais pas au niveau de la retransmission des matchs comment ça va être géré, mais en tout cas, si notre équipe de France performe, forcément, ça va avoir un impact sur le nombre de licenciés. Donc oui, je les encourage vraiment à aller le plus loin possible, voire même à être championne du monde si elles le veulent, de façon à ce que ça puisse avoir des retombées pour les clubs et les structures féminines, oui, bien entendu. Et on l'espère, on sera à fond derrière les Bleus, évidemment, lors de cette prochaine Coupe du Monde. Concernant votre équipe Fagnon, Frédéric, vous êtes en R1, vous êtes actuellement 8e, si je ne me trompe pas, le bilan de cette saison? Ben, le bilan, pour l'instant, il est plutôt mitigé si on regarde les résultats. Après, je pense qu'on est à notre place. On est à notre place. L'objectif à court et moyen terme, c'est de continuer pour nous à former nos joueuses par le biais de la section sportive, de façon à les intégrer dans ce projet de Régional 1. Donc l'idée, c'est de maintenir cette équipe à ce niveau-là, de façon à intégrer nos jeunes. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on est à notre place. Viser plus haut aujourd'hui serait un petit peu prétentieux. On n'est pas tout à fait prêt. Je pense qu'on va récolter les fruits de notre travail d'ici 2-3 ans avec des filles qui auront l'habitude de s'entraîner, qui auront cette habitude d'entraînement, un petit peu d'exigence sur le fait de venir s'entraîner et se perfectionner. Donc je pense que d'ici 2-3 ans, je pense qu'on on pourra récolter les fruits de notre travail et peut-être voir un petit peu plus haut avec la création d'une Nationale 3 qui va venir mettre un niveau intermédiaire entre la R1 et la D2 qui pourrait correspondre à un projet Trélissacois. Et avant de se quitter, Frédéric, parce qu'on le sait, vous êtes un homme très occupé. Est-ce que vous avez un message? Profitez-en de cette émission d'LFNA TV. Il y a des papas, des mamans de potentielles joueuses qui nous regardent. Il y a des joueuses peut-être qui cherchent un nouveau club du côté de chez vous en Dordogne-Périgord. Un petit message à faire passer, Frédéric? Ben écoutez, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on lance cette semaine une campagne de recrutement, toute catégorie des petites, donc des U6 jusqu'aux seniors. Donc ça va passer sur les réseaux sociaux. Donc il y aura qu'un seul numéro de téléphone, ça sera le mien. C'est moi qui vais centraliser tout ça pour orienter vers les différents éducateurs et éducatrices du pôle, de façon à pouvoir intégrer les joueuses, quel que soit le niveau, quel que soit l'âge, sur les différentes catégories. On s'y prend dès le mois de mars pour avoir le temps un petit peu de recevoir un petit peu tout le monde. Voilà, donc j'incite toutes celles en tout cas qui hésitent encore à franchir le pas, à venir nous rejoindre. Ce n'est pas que de l'élite à Trélissac, mais aussi on peut pratiquer en football découverte et ça peut être une première passerelle justement pour aller ensuite, s'il y en a qui le souhaitent, aller vers la compétition. Donc ça c'est vraiment important parce que souvent le club de Trélissac est souvent on va dire attribué un petit peu comme un club élitiste, mais en tout cas dans le pôle féminin on peut accueillir encore de la masse. On a de la place et on est structuré pour en tout cas les recevoir. Voilà. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi et je vous orienterai vers les bonnes personnes.
Et dans le TFC de Trélissac Football Club, le F vaut pour football, mais vaut aussi pour famille, parce qu'on le sait, vous êtes un club familial, donc n'hésitez pas à franchir la porte du Trélissac Football Club. Et puis, avant de se quitter avec Frédéric, on a un message, on embrasse tous les coiffeurs, évidemment. C'est Merci, ça. merci beaucoup en tout Avec nous, cas. avec nous, il y en a beaucoup qui feraient faillite. Mais bon. Oui, c'est ça, on les embrasse. Heureusement qu'il n'y a pas que des gens comme nous et qu'ils ont encore un petit peu de travail. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à Évidemment, vous. on enverra Florian Sabatier du côté de Trélissac faire un focus club pour parler de l'ensemble du club de Trélissac et montrer à quel point ce club, comme beaucoup d'autres en Nouvelle-Aquitaine, se bouge et fait des choses fabuleuses. Merci, Frédéric. Merci à vous. C'était Frédéric Venoux, le responsable du pôle féminin du club de Trélissac. Vous avez bien noté. Dès cette semaine, vous pouvez le contacter si vous êtes intéressé pour inscrire votre fille du côté de la section football de Trélissac. N'hésitez pas, c'est un club qui vous accueillera avec les bras grands ouverts, évidemment, pour aller pratiquer le football à Trélissac. C'est ainsi que s'achève cette émission numéro 80 d'LFNA TV, émission, je le répète une nouvelle fois, qui est dédiée à la légende du football français, Juste Fontaine, qui nous a quittés. Je remercie Paul Maison-Regnault à la réalisation de cette émission. Merci à ma Dream Team, à Rémi Savary, à Christophe Monzi, à Florian Sabatier pour l'édition. Merci évidemment à Twami Nassiri qui fait partie de cette Dream Team et qui vit des moments personnels compliqués en ce moment. On embrasse Twami Nassiri. Je vous remercie, vous, pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette émission, à nous faire des retours et à la partager. Continuez comme ça, vous commentez sur la page Facebook de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, vous partagez sur les différents réseaux sociaux, vous en parlez autour de vous si vous êtes fan de football. Je vous dis à la semaine prochaine pour le numéro 81. D'ici là, vous n'oubliez pas la chose la plus importante, le football, qu'il soit amateur ou professionnel, ça reste un jeu.